Alors un certain niveau de connaissance qui peut troubler. Vous m'expliquiez justement hors plateau que tout de suite après ce jeune homme s'est envolé pour l'Afrique, effectivement. Oui, totalement. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que l'envie c'était d'aller sur le terrain et de voir de lui-même. Et ça a surpris sa famille, mais il y avait eu un moment ce besoin de voir. Et il l'a fait, c'est-à-dire qu'il est parti et il a été sur le terrain voir tout ça. Et c'est vrai que c'est particulièrement touchant parce que je me rappelle, j'ai été au Mali et quand j'ai vu un monsieur faire une cartographie de géomancie qui est véritablement un schéma de réflexion scientifique et algorithmique, je me suis dit mais voilà de quoi parlent en fait ces chercheurs à travers le monde. Je suis devant, c'est-à-dire voilà la cartographie qui permet d'aboutir à une codification binaire de fait. Et ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont encore là. C'est vrai qu'on parle du passé, mais les choses sont encore là. Et le mieux, c'est d'aller le voir sur place. De ses yeux. Totalement. Totalement. Et donc, il parle aussi donc, de cet inventeur. Oui, de Mark Dean, parce que c'est quand même extraordinaire de voir que les gens sont dans une profession, mais ils ne savent pas que c'est un noir qui a fondé les éléments de ce secteur d'activité. C'est-à-dire, c'est des choses. Mais on pourrait citer beaucoup d'exemples. Vous voyez, parce que demander aux Guadeloupéens s'ils savent déjà l'implication de Raoul Georges Nicolo, par exemple, dans la télévision. Oui, totalement, dans la télévision. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux que nous utilisons, mais on n'a pas encore fait le lien entre le savoir scientifique africain et ce matériel de haute technologie. Or, on ne peut pas faire de la technologie sans recourir à la réflexion scientifique africaine. Et donc c'est là où il y a une espèce de hiatus, il y a une espèce de choses, des choses qui sont présentées comme occidentales. Vous savez, les mathématiques occidentales, ça n'existe pas. Les Européens eux-mêmes le reconnaissent, puisque lorsque les Arabes arrivent avec les Noirs au 8e siècle, c'est les chiffres romains. Comment vous faites une équation avec des chiffres romains Donc vous voyez qu'il y a eu un apport. Maintenant, cet apport-là a été combattu. Il ne faut pas croire que les gens ont vu arriver des nouveaux chiffres mathématiques et puis ils ont dit tiens, génial, on va... Non, ça a pris des siècles. Bon, après les Arabes qui sont arrivés avec les chiffres mathématiques, ça n'existe pas de chiffres mathématiques arabes. Moi-même, dans un restaurant au Caire, j'ai amené des données mathématiques en hiératique égyptien que les gens voulaient lire. Je dis non, ça c'est du hiératique, c'est pas de l'arabe. Parce que quand vous voyez les chiffres, vraiment vous voyez la source des chiffres arabes. Ce sont les mêmes symboles pour faire les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais je tiens quand même à rappeler que Jean-François Champollion avait déjà notifié dans le hiératique égyptien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire de la forme des tracés que nous utilisons aujourd'hui pour dire ces chiffres-là. Oui, et c'est dans le document de Jean-François Champollion jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des choses qu'il a vues. Donc c'est pour ça que c'est important de le souligner. Alors effectivement, pour réaliser des équations ou bien pour conserver un certain nombre de documents, vous parliez de livres tout à l'heure. Dans ces livres, il faut des inscriptions et ce soir justement, on veut en savoir plus sur l'origine de l'écriture. Alors c'est important de prendre le temps de témoigner, je dirais, du bilan scientifique à un moment T. Aujourd'hui, on sait que les pigments qui ont permis donc de formaliser les écritures et les dessins, notamment dans les grottes de Lascaux, Chauvet ou en Namibie, par exemple Apollo 11 en Afrique, ont été inventés il y a 400 000 ans. C'est-à-dire il y a 400 000 ans en Zambie. 400 000 ans. 400 000 ans en Zambie, donc le long d'une rivière qu'on appelle Twin River, donc la rivière jumelle. C'est là qu'on voit 176 pigments de coloris différents. D'accord. Avec des oxydes de fer notamment. Et tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'art a commencé dans l'histoire de l'humanité il y a 400 000 ans. Donc ça, c'est quelque chose de relativement clair. Maintenant, il y a un document que je voudrais montrer, c'est ce qu'a va introduire cette Canadienne, donc qui est Geneviève von Pertwitken, qui va introduire une chose extraordinaire en disant, mais est-ce que vous avez remarqué que dans les grottes pariétales, c'est-à-dire aussi bien Lascaux, Chauvet, mais aussi au Mexique, aux États-Unis, en Angleterre, en Russie, en Afrique, partout, vous avez une liste d'à peu près d'une trentaine de symboles qui sont des symboles graphiques. Qui dit symbole graphique dit écriture. Et ce qu'elle va faire, c'est expliciter que dans les êtres vivants, il y en a un seul qui est parvenu à fixer ce qu'il dit sur un support, c'est l'humain. Sauf que ça a commencé il y a plus de 80 000 ans. Moi, je pense que c'est intéressant d'écouter justement cette chercheuse Geneviève von Pettinger parce que il y a quelque chose de très important dans ce qu'elle dit et qu'elle témoigne du travail qu'elle a fait notamment avec son mari. Something about caves interested in is the development of the modern mind, of the evolution of creativity, of imagination, of abstract thought, about what it means to be human.
While all species communicate in one way or another, only we humans have really taken it to another level. Our desire and ability to share and collaborate has been a huge part of our success story. Our modern world is based on a global network of information exchange, made possible in large part by our ability to communicate, in particular using graphic or written forms of communication. What I want to talk to you about today is the invention of graphic communication. There are three main types of communication: spoken, gestural, so things like sign language, and graphic communication. Spoken and gestural are by their very nature ephemeral. It requires close contact for a message to be sent and received, and after the moment of transmission, it's gone forever. Graphic communication, on the other hand, decouples that relationship. And with its invention, it became possible for the first time for a message to be transmitted and preserved beyond a single moment and place in time. In the course of 2 years, my faithful husband Dylan and I each spent over 300 hours underground, hiking, crawling, and wriggling around 52 sites in France, Spain, Portugal, and Sicily. And it was totally worth it. We found new, undocumented geometric signs at 75% of the sites we visited. This is a level of accuracy I knew I was going to need if I wanted to start answering those larger questions. So, let's get to those answers. Barring a handful of outliers, there are only 32 geometric signs. Only 32 signs across a 30,000-year time span and the entire continent of Europe. On a side note, there is a surprising degree of similarity in the earliest rock art found all the way from France and Spain to Indonesia and Australia. With many of the same signs appearing in such far-flung places, especially in that 30,000 to 40,000 year range, it's starting to seem increasingly likely that this invention actually traces back to a common point of origin in Africa. Donc effectivement, à chaque fois, tout nous ramène en Afrique. Toujours au point de départ en Afrique. C'est-à-dire que si on retrouve ce système de communication graphique partout à travers le monde, et qu'on connaît les dates d'arrivée des Homo sapiens africains dans toutes ces régions, maintenant, si on retrouve ça en Afrique, il y a deux possibilités. Soit l'Homo sapiens africain a quitté l'Afrique, arrive en Australie, il fait demi-tour et il revient à son point de départ en Afrique. Soit, quand il part en Afrique, il a déjà tout conçu et il va essaimer ses connaissances à travers le monde. Aujourd'hui, vous voyez bien que les chercheurs ne peuvent pas trop discuter puisqu'on a les datations qui prouvent que au départ, il maîtrisait déjà un corpus d'écriture graphique. Ce que va confirmer aussi le CNRS, parce qu'on va retrouver dans le sud de l'Afrique des œufs d'autruche avec des systèmes de communication graphique qui permettent de notifier à qui appartient l'œuf. Et là, on rentre dans quelque chose de particulier là dans l'histoire de l'écriture, c'est qu'on peut identifier un objet par rapport à son propriétaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, les tablettes mathématiques qu'on va retrouver à Lebombo, qui date de moins 40 000 ans, et à Ishango, qui date de moins 30 000 ans, moins 30 000, moins 25 000, avec l'invention des mathématiques, c'est quand même le fait de graver une information sur un support et de pouvoir transmettre cette information pour qu'elle soit lue par quelqu'un d'autre, même à des centaines de kilomètres plus loin. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est déjà véritablement conceptualisé aussi, et qui va permettre au niveau de l'Égypte de faire naître quelque chose de sensationnel qui est tout simplement l'Égyptien ancien, ses graphies. Mais il faut quand même spécifier quelque chose. Vous savez, l'Européen arrivé en Afrique, il a vu l'écriture, mais je dirais la définition de l'écriture ne rentrait pas dans son système de réflexion. Et c'est là où se situe le hiatus. L'écriture en Afrique, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas vous révéler que ce qui est là, c'est de l'écrit. Vous allez voir que des signes. Mais lorsque vous serez initié dans le corpus théologique de votre peuple, on va vous révéler maintenant le système de lecture. Donc d'autres ne verront que des signes, parce que toutes les civilisations africaines ont des textes sacrés. C'est ce qu'on appelle les écritoires. Et sur ces écritoires, tenez-vous bien, les signes que montre Geneviève Van Pinberg, vous les retrouvez sur des écritoires datant du XVIe siècle, XIVe siècle, XIIIe siècle.
Moi, j'ai toute une série d'écritoires qui sont des textes sacrés. Vous voyez, ce qu'on appelle les tables de la loi, des Lusaku, les tables de la loi. Donc, tout ça, vraiment, c'est extraordinaire. Vous avez 2 tables en plus que les gens tiennent, et vous avez le corpus théologique qui fonde les conditions de vivre ensemble sur le plan spirituel de ce peuple-là. On voit que ça a été un petit peu repris, on voit que le concept... Non, c'est-à-dire que c'est des concepts africains, mais de toute façon... Non, mais les 2 tablettes en particulier, sur les concepts de... Vous savez, Akhenaton avait 2 tablettes de la loi dans la cité d'Akhenaton qui se sont cassées, il les a fait refaire comme par hasard. L'autre aussi, ça se casse, ça se refait. Bon, tout le monde a déjà compris que le scénario était déjà écrit et qu'il a circulé un peu partout. Mais toujours est-il que ce qui est important, c'est que l'Européen arrive en Afrique, il voit de l'écriture, mais en même temps, il la voit pas. Et oui, parce que c'est pas son paradigme, c'est pas son système de réflexion. C'est-à-dire, il ne peut voir que ce qui rentre dans son système de réflexion. Je vais vous dire une chose. Vous imaginez qu'on vous dit, par exemple, que les premiers Indiens en Amérique qui ont vu arriver pour la première fois les bateaux, donc les bateaux qu'ils ont vu arriver, comme ils n'avaient pas de conception de bateau dans leur imaginaire, quand ils ont regardé l'horizon, à un moment, ils n'ont rien vu. Parce que vous ne répertoriez et classifiez que ce que vous avez déjà vu. Mais ce que vous voyez pour la première fois, votre cerveau bug. C'est-à-dire, il ne sait pas quoi en faire parce que ça sert à quoi, ça s'appelle quoi, ça vient d'où. Vous voyez ce que je dis par là? Donc, il y a eu ce temps-là, cette espèce d'hésitation qui a fait que... Donc, c'est important de pouvoir signifier ça. Maintenant, il y a une chose qu'il faut aussi souligner, c'est que bizarrement, l'Europe a reçu l'écriture de l'Afrique. Mais l'Occident n'a pas donné naissance à des écritures. Le mieux, c'est d'écouter le professeur Obenga. Il n'y a aucune écriture, ça n'existe pas. Prenez n'importe quelle CSV, cherchez une écriture occidentale, ça n'existe pas. Même le latin, c'est une écriture africaine, parce qu'il y avait des Africains qui vivaient en Italie. Mais aujourd'hui, c'est reconnu par la BNF, la Banque nationale de France, la Bibliothèque nationale de France reconnaît que le latin était déjà écrit et parlé par un peuple qui vivait en Italie, qu'on appelle les Étrusques. Et que les Européens sont arrivés là. Mais regardez une chose. Vous savez, alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire ABG, et nous faisons ABC. Pourquoi? Parce que le peuple noir qui vivait en Italie a transformé le G en C. Tandis que le peuple noir qui vivait en Grèce a gardé le G. De par les liens qu'ils avaient avec les Noirs africains qui vivaient à Canaan, c'est-à-dire les Cananéens. Les Cananéens que les Grecs vont appeler Phéniciens. Mais c'est vraiment... Parce que Europe était une femme africaine et son frère Cadmos, c'est lui qui a apporté l'écriture en Europe. Mais à l'époque de l'Europe, c'est pour lui, il apporte l'écriture aux Noirs qui vivent là. Sauf que les Européens qui viennent du Caucase arrivent au même moment. Maintenant, ces discussions m'ont porté, je dirais notamment au niveau de la Sorbonne. Vous comprenez bien qu'il y a eu des discussions sur ça. Mais ce que j'ai expliqué aux chercheurs, c'est que Cadmos crée une ville qui s'appelle Thèbes en Europe. Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Thèbes en Phénicie? Non, c'est Tyr, Sidon, Byblos. Où se trouve Thèbes en Afrique? Parce que Cadmos est né à Thèbes. Tous les Grecs l'ont dit. Thèbes, qui est la capitale de l'Égypte pharaonique, c'est là où il est né. Donc c'est pour ça qu'il a créé la ville de Thèbes. Autrement, il faudrait nous expliquer pourquoi un Phénicien crée une ville africaine en Europe. Ce serait pas logique. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter ce que dit le professeur Obenga à propos justement de la problématique de l'écriture d'une façon générale en Europe. On regarde le document tout de suite. Peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé, strictement rien, qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé, ce qu'on appelle invention scientifique, mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Si c'est l'écriture, bon, on dit quand même bon, l'écriture grecque, le grec est écrit, mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour Aleph, sémitique. Bêta, c'est pour bête, sémitique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est dalet, etc. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec, les Grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des Grecs. Non, ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça des Phéniciens. Et les Phéniciens eux-mêmes de l'Égypte antique. Ils le reconnaissent, même les Phéniciens. Même si aujourd'hui on y... Ils n'ont pas inventé, donc l'écriture c'est important.
ils n'ont pas inventé l'écriture, ils n'ont pas inventé même ce qu'on appelle la philosophie grecque. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes là. Philo, et puis Sophie, Sophia, la sagesse. Philosophe, le zoph là. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot philo. Ce n'est pas une racine grecque, une indo-européenne même. Et Sophia, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques vous le diront. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où? Moi, je crois qu'il vient de l'Égypte. Parce qu'enseigner en Égypte, se dit à peu près de la même chose que c'est beau, c'est bas, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc on a la philosophie. Enfin bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec, n'est pas un mot d'origine grecque. Regardez les dictionnaires d'étymologie de Chantraine, c'est clair, c'est dit comme ça. C'est pas un mot. Même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Et oui, c'est pas un mot. Alors voilà. Visiblement, le grec n'aurait pas été inventé par les Grecs. Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. C'est-à-dire qu'au moment où les gens du Caucase, donc les Caucasiens, ceux qu'on appelle, je dirais, le locoderme d'une façon générale scientifiquement parlant, c'est-à-dire l'Africain qui est parti, qui s'est retrouvé dans des conditions climatiques et qui revient dépigmenté. Bon. La chose qui est importante, c'est que quand ils arrivent dans cette zone donc qu'on appelle le Proche-Orient aujourd'hui, vous avez beaucoup de civilisations africaines dans l'Égypte, ils découvrent donc toute une série d'éléments de civilisation qu'ils ne connaissaient pas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement acclimater tous les noms en grec. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a 25% de mots grecs, de mots africains dans le grec. Parce que c'est comme quand on a fait le premier Walkman, c'était des choses qu'on connaissait pas. Ben la France a repris Walkman. C'est 25 000 ans après qu'on a fait baladeur. Mais finalement, comme on avait déjà pris l'habitude de Walkman, c'est resté Walkman. Donc on voit que l'apport, le lien avec l'Amérique fait qu'il y a beaucoup de mots anglais dans la langue française. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire c'est présenté comme un mot grec, mais en fait c'est un mot africain. Vous voyez? Et beaucoup de chercheurs, notamment Martin Bernal, a montré que beaucoup de mots qu'on dit grecs sont en fait des mots africains qui désignaient des éléments de civilisation. Vous voyez, notamment un chercheur a montré que le mot intelligent en grec c'est un mot africain. Vous voyez, parce que tout simplement le fait d'avoir vu les pyramides, enfin ce déluge de choses, les gens ont dit mais voilà ce qu'on appelle l'intelligence, et puis c'est resté. Maintenant la deuxième chose, c'est que le latin, le fait que c'est une population, que ce soit une population noire qui vivait en Italie, les racines des mots, le fondement des mots, c'est de la langue bantoue. Alors c'est de la langue bantoue. Les linguistes européens qui sont par exemple les Basques et compagnie, eux-mêmes ont déjà fait leurs conclusions. Effectivement, ils reconnaissent que dans leur langue maternelle, on comprend lorsque les Africains parlent leur langue maternelle. Mais les gens, par exemple, qui sont au Congo, qui apprennent le latin, qui deviennent profs de latin, quand ils apprennent le latin aux enfants à l'école, ils vous disent, ben là, je suis en train de parler Kikongo. Je parle Chiluba, là. Et personne ne comprend parce que, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une chose qui est cachée, c'est que c'était des Noirs qui vivaient en Italie avant et qui avaient inventé ça. Et c'est ça qui fait la différence civilisationnelle entre les Grecs et les Romains. Parce qu'il y a quand même une différence civilisationnelle entre les Grecs et les Romains, et ça vient tout simplement que c'était pas le même apport en termes de souche. Maintenant, il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que vous comprenez que cette notion d'écriture va donner lieu au premier texte sacré, ce qu'on appelle, je dirais, la Bible aujourd'hui. Mais la Bible, c'est un mot qui va être inventé au 5e siècle. C'est-à-dire, en moins 500, les Grecs vont arriver en Afrique, vont voir nos textes sacrés écrits sur papyrus, et ils vont appeler ça Biblus. Et lorsque les pères de l'Église, c'est-à-dire Alexandre d'Alexandrie, c'est l'Afrique, Clément d'Alexandrie, c'est l'Afrique, Origène d'Alexandrie, et ça je pourrais rester longtemps, parce que beaucoup de pères de l'Église étaient africains, quand ils ont traduit les textes sacrés, donc africains, dans leur langue, ben, ils ont gardé le mot Bible. Mais nous on disait Medou Netcher. Medou Netcher, ça veut dire Medou, les paroles Netcher Dieu, donc les paroles de Dieu. Et donc ces paroles de Dieu
on les voit arriver, mais très tôt. C'est-à-dire qu'au 4e millénaire, on a des textes d'une littérature extraordinaire qui permettent de fonder ce qu'on va appeler plus tard le monothéisme, mais qui est déjà fondé sur ce qu'on peut appeler, je dirais, une science cosmotellurique. C'est-à-dire un créateur qui est dans sa création et qui anime la totalité de sa création. Et c'est ça qui nous a amené à comprendre une chose, que le texte de la Bible a été falsifié, notamment sur un point. Lorsque on a Dieu qui dit « et tu domineras la nature », ça c'est faux. Ça c'est totalement faux. Parce que tous les textes africains disent « et tu domineras ta nature humaine ». C'est-à-dire qu'il faut, mais c'est ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir évoluer vers un monde spirituel oblige l'homme à maîtriser sa nature humaine, canaliser sa nature humaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Donc il faut dominer sa nature. Donc de dominer sa nature humaine, c'est devenu dominer ta nature. Bon, il y a eu Florence aux États-Unis, va essayer de dominer Florence. Vous voyez, donc c'est là où c'est important de comprendre ça. Et je voulais montrer justement le dernier document, parce que lorsqu'on rentre dans une pyramide de Théti, nous sommes au 3e millénaire, là personne ne va discuter, c'est-à-dire que vous avez des textes sur les murs et vous avez déjà le fondement de tout ce qui va être pratiquement 5000 ans après. Et ce dont on parle aujourd'hui qui remonte à une époque si lointaine. La chose c'est pourquoi on cache l'origine africaine de l'affaire. C'est ça la problématique de fond. On visionne le prochain document. Nous sommes à 640 mètres de la pyramide à degrés de Djoser, sous le sable du désert. Nous progressons lentement vers la chambre funéraire du pharaon Théti. Ici, par exemple, vous avez son nom, Théti. Un pain, un roseau fleuri. Le défunt se présentait devant les dieux. Là, il jurait « J'ai été honnête, je n'ai fait aucun mal à mon prochain, je n'ai jamais souillé l'eau du Nil, ni regardé la femme de mon voisin. » Après quoi, on procédait à la pesée de son cœur. Si le défunt était juste, il accédait au paradis. D'accord. Sinon, il était châtié. Le concept de péché existait donc déjà du temps des Égyptiens. Je vois la religion comme un arbre à plusieurs branches. L'islam, le christianisme, le judaïsme, c'est le même arbre. Et ça, ce sont les racines. Oui, on touche aux origines. Encore une fois, démontré scientifiquement. Oui, c'est-à-dire que ce qui est important ici, c'est qu'on vous montre des textes écrits. C'est-à-dire que vous avez de l'écriture, vous avez de l'écriture sacrée, vous avez des textes sacrés, mais lui-même a dit, vous voyez, là c'est écrit Théti, c'est-à-dire dès qu'on a le code de lecture, on lit. Et on découvre quoi? On découvre des choses qu'on va tout simplement recycler après dans le christianisme, dans le judaïsme et compagnie, en faisant les 10 commandements alors qu'il y en avait 42. Donc tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que la science ne crée pas de barrière entre les hommes. Parce que la science, je dirais, c'est une façon de montrer que tous les peuples collaborent à la modernité. Maintenant, il y a la problématique de ce qu'on appelle l'idéologie. Il y a ce qu'on appelle la géopolitique, qui va vouloir tout simplement acclimater des connaissances et les rendre quasi exclusives à tel peuple et de dire que finalement, je suis le seul à avoir fait. Mais ça oblige à cacher les éléments de fouille archéologique, d'avoir un discours qui est complètement falsifié, et ça oblige surtout à être dans un monologue. C'est-à-dire vous ne pouvez pas discuter avec un chercheur indien, vous ne pouvez pas discuter avec un chercheur mexicain, regardez les documentaires, les Blancs sont entre eux. C'est-à-dire on discute de l'origine de l'homme de machin, mais les gens sont entre eux. Où sont les Chinois? Où sont les Indiens? Où sont les Noirs? Où sont les Pakistanais? Où sont les Japonais? Où sont les gens? On discute de l'origine de l'humanité, mais où est l'humanité? Vous voyez l'affaire? On voit bien que l'affaire, c'est une cause vraiment été autocentrée. Oui, ça a été autocentré. C'est un petit peu comme le cinéma maintenant où tout se passe aux États-Unis. Oui, c'est pour ça que je dis que il faut aider l'humanité à se réconcilier avec elle-même. Il faut aider la recherche à sortir de l'univers de la falsification et amener les gens véritablement à témoigner de la vérité de manière à faire en sorte que les hommes qui sont à la surface de la planète puissent créer pour demain des conditions de vivre ensemble qui soient basé sur le respect de chacun. Et c'est ça l'objectif. Amener au respect de chacun et amener aussi chacun à se respecter lui-même en témoignant de la vérité. C'est ça qui est important.
Merci beaucoup Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Prochain rendez-vous quand? Jeudi dans une dizaine de jours. Une dizaine de jours, donc dans 2 semaines, effectivement, on vous retrouvera sur une prochaine thématique. Vous nous présenterez effectivement des découvertes scientifiques qui permettent d'expliquer, en tout cas de faire émerger une certaine vérité qui a été occultée pendant plusieurs milliers d'années. Merci encore, chers téléspectateurs. On espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Restez branchés sur Canal 10. Après la coupure pub, vous retrouvez Yves Boissé pour Politiquement Vôtre. Et moi, je vous retrouve demain à 18h30. Une excellente journée et on a hâte d'être à jeudi dans 2 semaines. Ciao.